Qu'est-ce qui fait ce manque de crédibilité du self-development? Je vous l'ai expliqué. L'aspect très scientiste de la France par rapport à l'Europe et encore plus par rapport à l'Amérique. 2, le fait que le self-développement étant un accomplissement de soi, les personnes qui écrivent des bouquins dessus n'hésitent pas, comme je vous l'ai dit, à mettre des cœurs, des fleurs et des écritures violettes et à te tutoyer. Donc ça peut décrédibiliser. En tout cas, voilà, il y a cette histoire-là. Et il y a aussi les ouvrages qui utilisent un circuit lucratif pour se faire de l'argent et qui décrédibilise le self-development en créant un jour un sourire ou une pensée positive par jour aux toilettes, des trucs comme ça, donc 1 euro le bouquin, voilà. Donc ça évidemment ça décrédibilise parce qu'évidemment il y a beaucoup de bêtises au rayon self-development. Bon, maintenant au-delà de ça, est-ce que dans la première approche du self-development, dans ce qu'il y a de plus simple dans le self-development, il y a quand même quelque chose à en tirer. Quelque chose qui va plus loin que cette première approche dénigrée. Je dirais oui et non. Je dirais que la première fois que j'ai lu Deepak Chopra, qu'on m'avait conseillé, j'ai lu le livre des coïncidences et ça commençait par une introduction qui disait « Avant de lire ce livre, prenez un papier et écrivez ce que vous voudriez faire de votre vie, pensez-y vraiment, etc. » Je ne l'avais jamais fait. En même temps, c'est un exercice thérapeutique que plein de thérapeutes, qu'ils soient psychanalystes ou qu'ils soient thérapeutes, médecine alternative ou plein d'autres domaines, etc., il y en a quand même un certain nombre, pratiquent de soi-même. Donc oui, le self-development donne des réponses, mais pas plus qu'une séance de psychanalyse, en premier abord en tout cas. Et ensuite, je dirais oui aussi quand même un petit peu plus, parce que, je l'ai dit au début, le self-development, par ses origines, offre un contre-pied à nos traditions de dépréciation du corps et de la créature au sens chrétien du terme. Et là, je renvoie à ma première approche de la lecture de Mantak Chia. Donc, Mantak, M-A-N-T-A-K. Plus loin, Chia, c'est très glamour, C-H-I-A. Donc qui est quelqu'un qui a voulu vulgariser en Europe, enfin exporter en Europe. Lui, il a été formé aux médecines taoïstes, donc aux pratiques des praticiens taoïstes, des moines taoïstes. Et donc il a voulu en tirer les grands principes parce qu'il pensait que l'Occident en avait besoin. Évidemment, les Occidentaux n'arrivent pas en 2 jours au niveau d'un moine taoïste. Je rappelle qu'un moine taoïste, si vous lui prenez une prise de sang, il arrive à baisser ses taux de tout un tas d'hormones, il arrive à autoréguler son flux sanguin, etc., etc. Évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui vous dit, dans votre environnement occidental, que vous êtes... Ouais, c'est parce que j'ai dépassé le temps de mon téléphone. Vous êtes le chef de votre... entreprise organique dont vous devez faire, si vous êtes le bon patron, le tour pour voir si vous les alimentez bien, si vous respirez bien pour donner suffisamment d'oxygène, si vous vous alimentez bien en fonction de vos besoins et non pas de vos pulsions, etc. Ça vous reconnecte tout de suite à quelque chose que vous pouvez avoir passé des années à oublier. Donc il y a vraiment des apports immédiats. Ça, c'est vrai, du domaine beaucoup plus de la prise de conscience que d'un travail profond qui va prendre du temps. Donc oui et non pour le self-development est-il une sous-philosophie. Maintenant, je voudrais aller plus loin, et donc ma troisième partie et dernière s'appelle « Sauf que ». Donc la philosophie, donc le self-development est une sous-philosophie, sauf que. Sauf qu'il y a des esprits comme le mien qui ne se contentent pas d'une simple réponse, d'un genre, je prends des cas qui ne sont pas le mien, Dieu merci, d'un genre, si j'avais perdu quelqu'un, s'il y avait eu un livre qui s'était appelé J'ai perdu un être cher, comment m'en remettre, j'aurais peut-être acheté, quoi. Bon. Donc, je sais plus ce que je disais. En tout cas, sauf que, donc le self-development est une sous-philosophie, sauf que, si vous êtes comme moi et que vous ne vous contentez pas de la réponse que vous offre le bouquin, au terme du bouquin, vous vous dites « Ok, mais pourquoi ?» Et vous allez chercher au fond du self-development. Et là, vous n'êtes pas au bout de vos découvertes. Je vous explique le truc. En fait, la grande différence entre une thérapie et des écoles de self-development, c'est que ce que ne fera jamais un thérapeute en psychanalyse, c'est de s'arroger le droit de vous donner des réponses, alors qu'en self-development, on n'arrête pas de vous en donner. C'est un guide de vie quotidienne.
et une réponse objective à ce que vous avez. Par exemple, là je vous donne un exemple personnel. J'avais fait, peu importe, une thyroïdite. Donc ça vous fout par terre, donc comme c'est les hormones régulatrices de tout, vous ne pouvez plus vous lever parce que vous avez des vertiges tout le temps, peu importe. Bon, j'ai fait une hyperthyroïdite, bon, thyroïdie, peu importe. Et moi, ayant un père médecin, je croyais que les maladies n'avaient pas de sens. Bonne méthode Pasteur, les microbes viennent de l'extérieur, c'est pas la théorie du terrain de Béchamp, même si évidemment ça se mêle, etc., etc. Donc voilà. Et il y a eu un moment où l'absence de réponse était insupportable. Je ne peux pas, j'étais pas au point sur mes croyances, je ne savais pas en quoi je croyais. J'avais, comme beaucoup de gens de ma génération, des ancêtres. Alors, j'ai un grand-père juif ukrainien, j'ai une racine familiale hyper chrétienne du sud de l'Europe. Enfin, donc on a une famille mélangée comme il y en a tellement en France. Et tout ça arrive vers une réduction de la pratique forte de ces croyances-là. Bon. Et donc, je n'avais jamais posé la question cruciale de ce en quoi je croyais. Bon. Et il y a eu un moment où ça m'a paru, comme je suppose à beaucoup d'entre vous, c'est ce qui fait le beurre de toutes ces écoles, de se dire c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Pourquoi il nous arrive comme ça des choses qui brisent nos rêves, qui détruisent nos projets? Pourquoi? Et je dépasse mon temps là, c'est bon? Bon, je crois que j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. Bon. Et le self-development donne des réponses. Lise Bourbeau, dans Aime-toi ou un truc comme ça, fait un dictionnaire des maladies qui est assez mauvais, mais à la fin, elle explique. Donc en fait, il faut lire que les 10 premières pages, alors que l'ouvrage en fait 500, mais les 10 dernières pages sont magistrales. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, parce que Lise Bourbeau ne l'explique pas comme ça, parce qu'elle propose une relation d'aide. Mais si j'en faisais une théorie, je dirais que ce que dit Lise Bourbeau en creux, c'est les maladies ont peut-être les mêmes symptômes, elles n'ont jamais le même sens. Et on peut soigner les maladies en comprenant le sens. Ça peut paraître de la psychothérapie de base, mais ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est comprendre le sens d'une maladie? Et elle a inventé tout un protocole qui est, en fait, la maladie intervient quand on pose les limites à ce qui créerait l'absolue conviction que l'on a d'un chemin à suivre. C'est-à-dire que vous auriez une boussole intérieure qui vous dirait « fais ça, fais ça, fais ça », du plus profond de votre être. Et c'est ça tout l'enjeu et tous les dangers du self-development, c'est d'arriver à dissocier les désirs profonds des désirs émotionnels. En gros, on aurait des désirs profonds qui seraient notre boussole de vie, et par exemple, qui serait, je ne sais pas, moi d'être prof, mettons, si j'arrête d'être prof, j'en tombe malade. Ou moi j'ai fait la thyroïdite, quand je simplifie évidemment, mais quand je voulais un enfant et mon mari ne le voulait pas. Bon, c'est l'interprétation que j'ai donnée, peu importe quoi. Mais en tout cas, bon. Et donc, la question qu'elle pose, c'est qu'est-ce que cette maladie vous empêche de faire? Et c'est évident que pour deux personnes qui perdent leur voix, par exemple, entre l'une qui est chanteur ou professeur et l'autre qui travaille sur les chantiers avec un casque, on peut plus se douter que cette personne-là aura peut-être un problème de communication familiale ou un truc comme ça, donc ce sera plus de l'ordre de la communication, alors que le prof aura peut-être un problème avec son métier et sa manière de le pratiquer. Le sens émotionnel, en fait, est de reconnaître non pas une signification globale qui serait valable pour tous, mais le sens absolument subjectif que vous donnez à votre maladie et qui expliquerait pourquoi vous l'êtes créé à ce moment-là. Et en gros, ça peut être, vous avez un but à atteindre, et vous voulez absolument, mais vous dites que si ça implique par exemple de quitter mari et enfant pendant 2 ans, vous vous en voulez trop et donc vous l'interdisez par culpabilité. Voilà. Et donc là survient une maladie, d'où le titre qui fait beaucoup rire, moi en tout cas, de Lise Bourbeau, écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, parce qu'elle dit jamais votre corps ne vous envoie de mauvais signaux. Jamais la maladie n'est un signal négatif. Votre corps vous envoie 1 millier de signaux discrets. Vous décidez ou non de les entendre. C'est une espèce de machine cybernétique qui fonctionne avec vous dans un espèce de dialogue, en fait, si on prend Deepak Chopra, que vous créez vous-même, donc ça va très loin. Donc, et en fait, vous la créez pour vous dire, attention, je m'écarte du chemin qui est le mien. Et donc la maladie aurait un sens. Et vous comprenez que jamais un thérapeute n'ira vous dire, un psychanalyste
freudien, on va dire, n'ira vous dire votre maladie veut dire ça. Ou voilà, on est quand même dans un système scientifique où, en tout cas, parce qu'il faut distinguer psychanalyse et psychiatrie, donc en tout cas, les psychiatres sont du côté du domaine médical, et donc il n'y a pas de place, pas trop en tout cas, ça dépend encore du thérapeute, mais pour la réflexion en ce sens. Bon. Donc du coup, là, vous vous rendez compte déjà qu'on a franchi un cap. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans développement personnel, j'apprends à être heureux, etc. Mais il y aurait une vérité fondamentale à l'intérieur de nous que nous aurions à accomplir et qui créerait des dysfonctionnements pour nous avertir qu'on s'en détourne quand on s'en détournerait. Donc ça donne un sens au corps, etc. Et ça veut dire, donc ça renvoie à l'existence d'une âme. Et là, on va encore plus loin. Ah ah, le self-development qui était une sous-philosophie, n'est une sous-philosophie que dans sa vulgarisation extrême, mais si on la pousse au bout, c'est plus qu'une philosophie, c'est un système de croyances complet, complexe, et issu, on réinvente l'eau chaude, des philosophies, à la limite des religions, puisque ça implique tout un système de croyances, de l'hindouisme et du bouddhisme. Et là, on redécouvre l'eau chaude. Pourquoi ? Parce que d'où ça vient le self-development ? Ça vient des grands exportateurs des philosophies asiatiques. 1920, Paramahansa Yogananda, il y a eu un film d'ailleurs, j'ai vu en le cherchant sur internet, je voulais retrouver sa date, et ben, je crois qu'il y a encore un film qui passe au ciné à Marseille, donc n'hésitez pas. Donc Paramahansa Yogananda, donc retenez Yogananda comme yoga, et comme Ananda, Satchitananda, comme tu as lu ton Deepak Chopra. Voilà, donc Yogananda, qui en 1920 reçoit une mission sacrée qui est d'aller en Amérique exporter l'hindouisme et le yoga, en fait. Je rappelle que quand même, c'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même, entre autres, le formateur de Gandhi. D'accord ? Et Gandhi avait quoi ? Quelque chose de politique à offrir. Et c'est là où je veux en venir. Le self-development poussé à l'extrême, c'est l'hindouisme et le bouddhisme. Et l'hindouisme et le bouddhisme ont une sale gueule en Asie parce qu'ils ont donné le système des castes, mais exportés en Occident pour répondre aux besoins d'occidentaux en manque de sacré et de compréhension de l'élucidation émotionnelle de soi, dans des années où on était prêt à les écouter et en ayant débroussaillé tout ce qui dans les religions est horrible, c'est-à-dire la radicalisation, la dogmatisation, le fait de gérer des sociétés avec la religion. C'est tout le problème de l'islam actuel, de l'islamisme actuel, d'accord ? Donc nous, en fait, on ne voit pas les perles du monde chrétien parce qu'on a eu 10 siècles de dogmes qui ont conduit à l'Inquisition, etc. Mais derrière ça, l'histoire du Christ, ça dépote, quoi. Si vous vous intéressez un petit peu à la mystique chrétienne, c'est passionnant. Bon, mais on le voit plus parce qu'on est dans cet univers-là. Et ce qu'on voit encore moins, ce qu'on arrive à voir dans cette philosophie qui vient d'ailleurs, donc c'est cette racine qui permet un foisonnement extrêmement riche. Et nous, on l'a transformé au self-development, en gros, pour ne pas faire de vagues. Et je vais aborder, pour terminer, le cas des continuateurs. Mais en fait, si le self-development reste une sous-philosophie, c'est parce que ça poserait trop de problèmes qu'elle soit menée à terme, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on n'a plus les personnes originelles qui ont exporté les modèles asiatiques, on a leurs continuateurs. Et leurs continuateurs, même les Lise Bourbeau, peut-être moins Deepak Chopra, en tout cas Lise Bourbeau, j'en suis sûre parce que j'ai beaucoup étudié son cas, sont incapables d'avoir le niveau intellectuel de nos grands philosophes. La seule barrière à l'application d'une politique d'une self-development, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de dire que le self-development est en fait un bouddhisme moderne, parce que là on rentre dans le terrain des religions et des croyances. Et deuxièmement, que les continuateurs étant des continuateurs, ils ont repris les grandes idées, mais ne sont plus les penseurs. Ce ne sont plus, donc j'ai cité Paramahansa Yogananda, vous avez évidemment Maharishi Mahesh Yogi, donc vous avez peut-être beaucoup plus entendu parler, le nom est difficile à retenir, mais celui qui pose à côté des Doors, c'est celui qui pose à côté des Beatles, c'est celui des années 60, avec des colliers de fleurs, parce qu'il faisait sa philosophie à partir de... Donc il prenait toujours une fleur et il expliquait le transcendantal, quoi. Et en fait, du coup, ces exportateurs étaient... allez vous renseigner, moi je ne me suis pas remise de leur lecture, sincèrement, vraiment, hein, ça a été... Le self-development n'est une
philosophie que parce qu'elle ne peut s'affirmer comme ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a une origine hindouiste et bouddhique, qui implique un système de croyance qui est hors de l'espace laïque. Je termine en disant une chose, c'est que en fait, moi je pense que c'est le meilleur système complémentaire. Je ne dis pas que je crois en la réincarnation, ce qu'implique le bouddhisme. Je vous explique, et l'hindouisme, que je résume évidemment en 2 mots, bon, ne hurlez pas. Mais en tout cas, si vous voulez, pour comprendre le principe du bouddhisme, ce que ça apporte de bon, c'est la fin de la rivalité. Et ça explique que le self-development n'est pas le selfish development, mais au contraire, une communion des êtres possible. Je m'explique. En fait, si vous partez du principe de réincarnation, que je n'ai pas malheureusement le temps d'expliquer, mais on pourra en reparler, ben ça veut dire que votre perspective n'est que la vôtre, puisque c'est one more shot. C'est une nouvelle vie dans laquelle vous devez répondre à un impératif que vous devez to achieve one's end, quoi. Vous devez compléter cette compétence-là sur cette vie. Et ce serait ça votre boussole intérieure. Donc votre but ne serait que l'accomplissement de vous, self-development. L'accomplissement de vous impliquerait l'autorisation à tous les êtres autour de vous d'un développement d'eux-mêmes. Et il y aurait une forme de main invisible, là je reprends le concept économique, donc tu vois que je fais de l'hybridation totale. Donc il y aurait une espèce de main invisible qui régulerait le tout, qui ferait que si chacun va au bout de soi-même, au lieu d'arriver au concept de René Girard, de désir mimétique, et donc de guerre de tous contre tous qui régit nos sociétés, et de bouc émissaire, etc., on aurait un espace social de reconnaissance absolue de la liberté de l'autre, qui n'empiéterait jamais, contrairement à ce que dit ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, sur celle de l'autre, puisque personne n'a le même chemin de vie, et que ça implique de reconnaître des âmes qui ont des lignées complémentaires, sinon elles ne seraient pas sur la même terre au même moment. Je dis, je ne sais pas si j'y crois. Je vous le dis sincèrement. J'ai pas eu de révélation mystique là-dessus, mais par contre, ce que je propose, c'est un nouveau pari de Pascal. Je dirais que comme c'est le système complémentaire qui permet la meilleure paix sociale possible, on peut faire un espèce de pari de Pascal social sur la réincarnation et sur le système du self-development. Ça met fin à toutes les questions de pourquoi je suis plus moche que ma sœur, pourquoi je gagne plus de pognon que mon frère, toutes ces petites jalousies, puisque ce serait une pauvreté qui vous serait imposée par la vie pour que vous trouviez des réponses personnelles à ce cas en liaison avec une vie d'avant et une vie d'après. Donc ça fait sens. Et donc vous n'avez pas à vous comparer avec personne. Si vous réfléchissez ça politiquement, ça change tout le système de santé. Si la maladie est une alerte que vous vous lancez à vous-même pour vous avertir que vous ne suivez pas votre boussole intérieure, alors vous n'attendez pas le dernier moment pour demander un congé maladie parce que vous êtes malade. Vous rentrez dans un processus de médecine chinoise préventive où le médecin veille à ce que vous veillez à votre équilibre organique et qui ne se fait pas payer seulement si vous êtes malade. Ça veut dire qu'il a failli à sa tâche de vous garder en santé. Donc c'est tout un système qui change, et au niveau politique. Donc le self-development est plus qu'une philosophie, c'est une croyance qui renvoie à l'hindouisme et au bouddhisme pluriséculaire, voire plurimillénaire. Ça ne peut s'avouer dans un espace qui se veut laïque. Et pourtant, c'est ce qui permettrait un vivre ensemble laïcisé le plus serein et le plus sain. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour rénover le concept de laïcité, faire un nouveau pari de Pascal, qui serait celui de postuler le fond philosophique du self-development? Je vous remercie, je m'arrête là. Bien, mais je crois que l'intensité des applaudissements suffit à démontrer la qualité du propos